Les aventures en plein air peuvent être exaltantes et amusantes, mais parfois elles se terminent de la pire des manières. Découvrons 5 autres histoires réelles des pires décès dans l'histoire des aventures en extérieur, des tragédies qui révèlent les risques associés à la quête de sensations fortes. Nous sommes le 1er janvier 2008 dans les Blue Ridge Mountains au nord de la Géorgie. Meredith Hope Emerson, une jeune femme de 24 ans récemment diplômée de l'Université de Géorgie, partait pour une randonnée sur Blood Mountain. Randonneuse expérimentée et sûre de ses compétences, elle était accompagnée de son fidèle labrador croisé, Ella. Bien que la journée fût froide, les sentiers pittoresques des montagnes Appalaches semblaient offrir un début d'année parfait. Meredith avait garé sa voiture près du point de départ des sentiers, à Vogel State Park, avant de commencer sa randonnée. En chemin, elle croisa d'autres randonneurs, notamment un homme plus âgé accompagné d'un chien rouge. Après un échange de salutations polies, elle poursuivit sa route. Cependant, lorsqu'elle ne rentra pas chez elle ce soir-là comme prévu, ses amis commencèrent à s'inquiéter. Le 2 janvier, Meredith cessa de répondre à ses appels et son absence poussa ses amis à signaler sa disparition. Les autorités se mirent rapidement à la rechercher et la voiture de Meredith fut retrouvée au point de départ des sentiers, suscitant une vive inquiétude. Une vaste opération de recherche impliquant des centaines de volontaires et les forces de l'ordre fut alors lancée. Sur le sentier, les chercheurs tombèrent sur des indices troublants. Une matraque, des bouteilles d'eau, des friandises pour chiens et des signes de lutte. Tandis que beaucoup espéraient que Meredith s'était simplement perdue, les enquêteurs commencèrent à envisager une hypothèse plus inquiétante. Des témoins signalèrent avoir vu un homme avec un chien rouge dans la zone où Meredith avait disparu. La description correspondait à Gary Michael Hilton, un vagabond de 61 ans connu pour errer dans les forêts avec son chien. Hilton avait un passé inquiétant et visait souvent des sentiers isolés. Les autorités diffusèrent rapidement sa photo au public. Le 4 janvier, un employé de station-service le reconnut alors qu'il nettoyait son van et alerta la police. Lorsque le van de Hilton fut fouillé, des traces de sang confirmèrent que Meredith y avait été retenue. Sous pression, Hilton avoua et fournit des détails en échange d'une promesse d'éviter la peine de mort. Il conduisit plus tard les enquêteurs au reste de Meredith le 7 janvier. Selon Hilton, il avait approché Meredith sur le sentier, armé d'un couteau et d'une matraque, en exigeant sa carte bancaire. Meredith, cependant, opposa une résistance féroce, utilisant ses compétences en arts martiaux pour se défendre. Durant la lutte, elle parvint à blesser Hilton en lui brisant la main. Malgré son courage, Hilton réussit à la maîtriser et à la prendre en otage. La détermination et la ruse de Meredith ralentirent Hilton, ce qui permit aux autorités de tracer ses déplacements. Hilton la garda captive pendant 3 jours dans son van, essayant en vain de retirer de l'argent. Le 4 janvier, réalisant qu'il ne pouvait pas la libérer, il prit une décision tragique. Hilton attacha Meredith à un arbre, lui promettant qu'elle serait libérée, mais il revint plus tard pour mettre fin à ses jours. Afin de rendre son identification difficile, il mutila son corps et l'abandonna dans la Dawson Forest Wildlife Management Area. La découverte du corps de Meredith bouleversa sa famille et ses amis. Les enquêteurs découvrirent que les crimes de Hilton ne s'arrêtaient pas à Meredith. Il était lié à plusieurs autres tragédies dans les forêts nationales du sud-est des États-Unis. En 2007, Hilton fut reconnu coupable du meurtre de Cheryl Dunlap, une infirmière retrouvée dans une fosse à feu dans l'Apalachicola National Forest, en Floride. Il avoua également avoir pris pour cible les randonneurs âgés John et Irene Bryant dans la Pisgah National Forest, en Caroline du Nord. Irene succomba à ses blessures et John fut retrouvé plus tard dans des circonstances similaires. Hilton fut condamné à la réclusion à perpétuité pour ses affaires et se trouve actuellement dans le couloir de la mort en Floride. L'histoire de Meredith a laissé une empreinte durable. Ses proches ont créé l'organisation Right to Hike pour défendre l'amélioration de la sécurité sur les sentiers et des ressources d'urgence. Ella fut retrouvée vivant près d'une poubelle où Hilton avait abandonné d'autres effets personnels. Elle fut adoptée par les parents de Meredith et devint un membre précieux de leur famille. Bien que la capture de Hilton ait mis fin à ses crimes, des questions subsistent quant à savoir si une intervention plus précoce aurait pu sauver des vies. Le courage et l'héritage de Meredith continuent d'inspirer des efforts pour rendre les espaces naturels plus sûrs pour tous. C'était le 11 juillet 2023 au parc national de Yosemite, en Californie. Grace Roloff, une étudiante de 20 ans, avait planifié une aventure inoubliable avec son père, Jonathan. Ils s'étaient préparés à escalader Half Dome, l'une des randonnées les plus célèbres, mais aussi les plus exigeantes du parc. Ce qui avait commencé comme une journée excitante s'est terminé en tragédie. Grace était passionnée de randonnée. Elle avait déjà affronté des sentiers difficiles comme Angel's Landing dans le parc national de Zion et le Grand Canyon. Pour cette ascension,
Elle s'était bien préparée, allant même jusqu'à acheter de nouvelles chaussures de randonnée pour être sûre d'être prête. Half Dome n'est pas une randonnée ordinaire. Ce sentier de 22 à 26 km aller-retour se termine par une ascension de 120 mètres sur une pente de granit à l'aide de câbles métalliques. Chaque jour, seulement 300 permis sont délivrés pour cette aventure exigeante. Grace et son père étaient ravis d'avoir obtenu les leurs. La journée avait commencé sous un temps parfait. Ciel bleu et vue dégagée. En montant les câbles, le paysage était à couper le souffle. Au sommet, ils s'étaient arrêtés pour admirer la beauté de Yosemite, partageant un moment spécial de contemplation et de gratitude. Cependant, la descente fut une toute autre histoire. Alors qu'ils amorcèrent leur descente, une tempête surgit soudainement. Un nuage noir s'approcha rapidement, apportant une forte pluie qui rendit la surface de granit extrêmement glissante. Le service des parcs nationaux avertit les randonneurs de ne pas utiliser les câbles sous la pluie, car les conditions deviennent très dangereuses. Malgré ces risques, Grace et Jonathan se retrouvèrent coincés dans une foule de randonneurs incapables de descendre rapidement. Grace prit rapidement conscience du danger. « Papa, mes chaussures glissent », dit-elle. Ces nouvelles chaussures, malgré son expérience, ne tenaient pas sur la surface mouillée. Arrivée aux 3/4 de la descente des câbles, elle perdit pied et glissa entre deux planches en bois. Son père tenta de la rattraper, mais il était déjà trop tard. Grace glissa sur près de 60 mètres le long de la paroi de granit. Jonathan regarda, impuissant, sa fille tomber. Espérant qu'elle ait survécu, il descendit les câbles aussi vite qu'il le put, mais le terrain était trop escarpé pour qu'il puisse l'atteindre. Incapable de descendre plus bas, il appela les secours. La pluie et la grêle continuaient à s'abattre sur la montagne, rendant les efforts de sauvetage encore plus difficiles. Pendant 3 heures agonisantes, les équipes de secours s'efforcèrent de rejoindre Grace. Malheureusement, lorsque les sauveteurs arrivèrent enfin, ils confirmèrent que Grace n'avait pas survécu à la chute. Le médecin légiste détermina plus tard qu'elle avait subi une grave blessure à la tête et qu'elle était probablement décédée sur le coup. Jonathan trouva un peu de réconfort en sachant qu'elle n'avait pas souffert. Connue pour sa gentillesse, sa détermination et son amour de la vie, Grace était sur le point de terminer ses études en avance pour devenir enseignante en mathématiques au lycée. Elle jonglait entre ses études plusieurs emplois, notamment celui d'accompagnatrice pour une jeune femme atteinte de trisomie 21 et sa passion pour la randonnée. Son père la décrivait comme intrépide mais prudente, la tragédie met en lumière les dangers de Half Dome, un sentier qui a coûté la vie à plusieurs personnes depuis 2006, souvent en raison de chutes sur les câbles par temps humides. Les câbles, installés en 1919, ont peu changé au fil des ans, bien que le granit en dessous soit devenu plus lisse et plus glissant à cause de l'usure. Depuis, Jonathan a appelé à des améliorations des mesures de sécurité sur le sentier. Il a proposé d'ajouter davantage de planches en bois pour réduire les espaces entre elles ou d'installer une passerelle en bois au-dessus du granit. Il a également suggéré de rendre l'utilisation de harnais de sécurité obligatoire. Il a souligné que la vie de sa fille valait bien le coup de ces changements, affirmant que, si elle pouvait parler maintenant, elle voudrait empêcher qu'un tel incident ne se reproduise. En mémoire de Grace, une collecte de fonds a été organisée pour soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, notamment les programmes sportifs de son lycée et un jeune garçon atteint de dystrophie musculaire de Duchenne. De nombreux donateurs l'ont décrite comme une lumière inspirante pour tous ceux qui la croisaient. Pour Jonathan, la perte est incommensurable. Ce qui devait être une expérience de rapprochement avec sa fille est devenu un souvenir douloureux. Il a juré de ne plus jamais gravir Half Dome, qu'il qualifie de « dangereusement inutile ». Par son plaidoyer, il espère honorer l'héritage de Grace en rendant le sentier plus sûr pour les autres, épargnant ainsi à d'autres familles une douleur similaire. C'était le 18 mai 1980, dans le sud-ouest de l'État de Washington. Robert Landsberg, un photographe de 48 ans, originaire de Portland, Oregon, se trouvait à seulement 6 km du sommet du mont St. Helens. Depuis des semaines, il documentait l'activité du volcan, espérant capturer ce que les experts prédisaient être une éruption catastrophique. Ce matin-là, à 8h32, le mont St. Helens explosa avec une violence inouïe, libérant un flux pyroclastique dévalant ses pentes à une vitesse de 640 km/h. Face à une situation sans issue, Landsberg prit une décision héroïque pour s'assurer que son travail survivrait, laissant derrière lui un puissant héritage. En mars 1980, de petits tremblements de terre commencèrent à secouer la région tandis que les géologues observaient une énorme bosse se former sur le flanc nord-est du volcan, s'étendant à un rythme de 1,50 m par jour au mois de mai. Ces évolutions indiquaient une éruption imminente, attirant scientifiques, photographes et curieux dans la région. Parmi eux se trouvait Landsberg, connu pour son dévouement à son art et sa volonté de prendre des risques pour immortaliser la nature.
Landsberg passa plusieurs semaines à photographier le paysage changeant de la montagne. Le 17 mai, la veille de l'éruption, il campa près du volcan, sentant qu'un événement majeur était sur le point de se produire. Le matin du 18 mai, le volcan était étrangement silencieux depuis 4 jours, laissant certains penser que le danger était passé. Landsberg gara sa voiture près de Sheep Canyon, juste à l'extérieur de la zone réglementée, et se prépara pour une nouvelle journée à capturer les comportements volatiles de la montagne. Il se trouvait à environ 11 km du sommet. À 8h32, un séisme de magnitude 5,1 secoua la région. Quelques secondes plus tard, la face nord du volcan s'effondra dans un gigantesque glissement de terrain, le plus grand jamais enregistré. Cet effondrement soudain déclencha une explosion latérale projetant un nuage mortel de gaz, de cendres et de roches à une vitesse fulgurante. Des témoins situés à distance décrivirent une scène apocalyptique. Un géologue, à 15 km, raconta avoir vu un incroyable nuage noir dévaler la montagne. Depuis sa position, Landsberg aurait vu l'effondrement de la montagne et le gigantesque nuage de cendres s'approcher à toute vitesse. Il se mit à photographier le nuage qui avançait, capturant chaque image alors qu'il se rapprochait inexorablement. Quand il comprit qu'il ne pourrait pas échapper à la catastrophe, il retourna à sa voiture et prit une série de décisions rapides et réfléchies. Landsberg rembobina la pellicule de son appareil photo et la plaça dans une cartouche protectrice. Il rangea ensuite la cartouche et son appareil dans son sac à dos. Dans un acte d'une extraordinaire prévoyance, il posa le sac à dos sur le siège à côté de lui. Le flux pyroclastique, avec des températures atteignant 425 degrés Celsius, engloutit la voiture de Landsberg. Il succomba instantanément à la chaleur intense et aux cendres. L'éruption dévasta la région environnante, détruisant 600 km² de forêt et faisant 57 victimes. Les secours se concentrèrent sur la recherche de survivants dans le chaos des coulées de boue, des cendres et des débris. Le corps de Landsberg ne fut retrouvé que le 4 juin 1980, soit 17 jours après l'éruption. Sa voiture, enfouie sous une épaisse couche de cendres, contenait le sac à dos qui l'avait protégé. Remarquablement, la pellicule à l'intérieur avait survécu. Une fois développée, les images montraient le nuage de cendres grandissant et s'assombrissant à chaque cliché, documentant la puissance colossale de l'éruption. Publiées dans le National Geographic en janvier 1981, ces photos fournirent aux scientifiques des informations précieuses sur le déroulement de la catastrophe. Les actions de Robert Landsberg dans ses derniers instants témoigne de son dévouement à documenter l'histoire et de son sang-froid remarquable dans une situation inimaginable. Ces photographies ont préservé la mémoire de l'une des catastrophes naturelles les plus importantes de l'histoire des États-Unis et sont devenues un hommage à son engagement pour son métier. En protégeant sa pellicule avec son propre corps, Landsberg a permis à ses images finales de survivre, même s'il ne le pouvait pas. C'était le vendredi 30 et 1 mars 2023 au parc d'État de McCormick's Creek, dans le comté d'Owen, dans l'Indiana. Brett et Wendy Kincaid, un couple dévoué de Roseville, Indiana, passaient une soirée paisible en pratiquant leur activité favorite, le camping. Mariés depuis près de 26 ans, ils partageaient une passion profonde pour la nature et leur foi. Brett, 53 ans, était un entrepreneur talentueux reconnu pour son dévouement, tandis que Wendy, 47 ans, travaillait depuis longtemps à l'université Purdue où elle était très appréciée de ses collègues. Actifs dans leur église, adorés par leur communauté, ils étaient des parents et grands-parents fiers et aimants. Le parc d'État de McCormick's Creek était l'endroit idéal pour se reconnecter. Ce soir-là, ils se détendirent dans leur camping-car entourés par la beauté de la nature. Mais sans qu'ils le sachent, une tempête violente se préparait, prête à bouleverser leur vie à jamais. Soudain, le temps changea brusquement. Le vent se renforça et des nuages menaçants s'amoncelèrent. Les sirènes d'alerte extérieure retentirent dans tout le parc, avertissant les campeurs du risque imminent de tornades. Beaucoup cherchèrent refuge dans le bâtiment en ciment abritant les bains publics du parc, mais Brett et Wendy restèrent dans leur camping-car, peut-être inconscients de la gravité de la situation ou espérant que la tempête passerait rapidement. La tornade frappa avec une force dévastatrice, atteignant des vents de 220 km/h. Elle balaya le terrain de camping, déracinant des arbres, laissant derrière eux des scènes de destruction que les sauveteurs qualifièrent de plus tard de catastrophiques. Lorsque la tempête s'éloigna, les équipes de secours commencèrent leurs recherches tard dans la nuit. Progressant à travers les débris dans les premières heures du 1er avril, elles se trouvèrent face à un terrain de camping méconnaissable. Des routes étaient bloquées par des arbres tombés, des lignes électriques pendaient dangereusement et des effets personnels étaient éparpillés partout. Malgré le chaos, la plupart des campeurs réfugiés dans le bâtiment en ciment s'en sortirent avec des blessures mineures. Les premières recherches ne permirent pas de localiser Brett et Wendy.
Les secouristes continuèrent sans relâche, ouvrant des passages et aidant les survivants à rejoindre le canyoning tout proche. Le samedi matin, une équipe plus nombreuse reprit les recherches, cette fois à la lumière du jour, révélant l'ampleur des dégâts. En se concentrant sur les zones les plus touchées, ils retrouvèrent le camping-car du couple parmi les décombres. Tragiquement, Brett et Wendy furent retrouvés sans vie. Leur perte fut profondément ressentie, non seulement par leur famille, mais aussi par leurs amis. Les Kincaid étaient connus pour leur générosité, leur foi et leur engagement à encadrer les autres. Andrew Bean, un proche ami de la famille, les décrivit comme des personnes humbles et inspirantes, dont l'amour et les valeurs avaient touché tous ceux qu'ils rencontraient. La tornade qui coûta la vie à Brett et Wendy faisait partie d'une série de tempêtes violentes ayant frappé plusieurs États ce week-end-là, causant des destructions massives. L'Indiana déplora 5 décès, dont Brett et Wendy, tandis que le bilan global atteignit au moins 32 morts. Dans les jours qui suivirent la catastrophe, le parc d'État de McCormick's Creek resta fermé, le temps pour les autorités d'évaluer et de réparer les dégâts considérables. Une page GoFundMe fut créée pour aider la famille Kincaid à couvrir les frais funéraires et des hommages affluèrent de la part de ceux qui les avaient connus et aimés. Leur communauté religieuse honora leur mémoire, évoquant leurs années de service, notamment leur mentorat auprès de jeunes couples et leur enseignement de cours bibliques. L'histoire de Brett et Wendy Kincaid est un rappel déchirant de l'imprévisibilité de la vie. Leur amour, leur foi et leur gentillesse ont laissé un héritage durable et leur souvenir continuera d'inspirer tous ceux qui ont eu la chance de les connaître. C'était une nuit tranquille de janvier 2022 au parc d'État de Lost Dutchman, à environ 65 km à l'est de Phoenix, en Arizona. Ce parc est célèbre pour les Superstition Mountains, une chaîne de montagnes magnifique mais exigeante qui attire randonneurs et aventuriers. Parmi les visiteurs se trouvait Richard Jacobson, un jeune homme de 21 ans originaire de Mesa, en Arizona, passionné par les activités de plein air. Il avait prévu un voyage de camping avec un ami au sommet de Flatiron, l'un des pics les plus célèbres et difficiles du parc. Le sommet de Flatiron est réputé pour ses vues spectaculaires, mais présente aussi des dangers avec ses falaises, ses rochers instables et ses sentiers étroits. Richard et son ami atteignirent le sommet et installèrent leur campement, profitant de la paix et de la beauté surplombant les lumières de la ville. Vers minuit 45, Richard décida de prendre une photo près du bord du sommet. Il voulait capturer l'horizon de la ville en contrebas, contrastant avec la nature sauvage qui l'entourait. Tandis que son ami restait au camp, Richard s'approcha du bord avec son téléphone et sa lampe de poche. Dans l'obscurité, Richard perdit son équilibre sur le terrain irrégulier et glissa, chutant d'environ 213 mètres. Son ami, entendant le bruit, appela immédiatement les secours au 911 pour signaler l'accident. Les équipes de secours, comprenant le bureau du shérif du comté de Pinal et l'hélicoptère Ranger du département de la sécurité publique de l'Arizona, furent dépêchés sur place. Accéder au sommet en pleine nuit était extrêmement dangereux en raison des mêmes conditions qui avaient causé la chute de Richard. Plusieurs heures plus tard, les secouristes retrouvèrent son corps sur un sentier bien plus bas. Il fut confirmé que Richard était décédé sur le coup. Les autorités déclarèrent qu'il n'y avait aucun signe de jeu déloyal ou de consommation de substances, qualifiant l'accident de tragédie. Au lever du jour, l'ami de Richard fut évacué par hélicoptère, profondément bouleversé par la perte de son compagnon. Andrew Thomas, qui avait partagé une mission humanitaire avec Richard en 2020, se souvint de lui comme de quelqu'un qui respectait et connectait avec tout le monde. Il aimait profondément les activités de plein air, la randonnée, le camping et la chasse. Bien que la tragédie soit déchirante, Thomas souligna que Richard faisait ce qu'il aimait vraiment. La famille de Richard exprima son chagrin tout en célébrant sa mémoire. Son père, Richard Jacobson Sr., publia un message émouvant en ligne, invitant amis et proches à honorer la vie de son fils. Il écrivit que Richie manquerait profondément à tous, mais resterait toujours dans leur cœur. Le sommet de Flatiron est une destination difficile d'accès via le sentier de Sifondro, un parcours de 8,8 km qui met à l'épreuve même les randonneurs expérimentés. Les chemins escarpés et les rochers instables le rendent particulièrement dangereux, surtout à proximité du sommet. Les avis sur les sites de randonnée mettent souvent en garde contre les risques de chute. Malheureusement, des accidents comme celui de Richard ne sont pas rares. Une étude de 2018 a révélé qu'entre 2011 et 2017, 259 personnes dans le monde ont perdu la vie en tentant de prendre des selfies, les chutes étant l'une des principales causes. Les experts rappellent fréquemment aux randonneurs de prioriser leur sécurité et d'éviter les comportements risqués près des falaises ou autres zones dangereuses. Brandon Torres,
membre des services d'urgence du Grand Canyon, a souligné l'importance d'être vigilant dans les lieux périlleux. Il expliqua que certains accidents se produisent lorsque des personnes simulent une chute pour une photo, perdant finalement leur équilibre pour de bon. L'histoire de Richard est un rappel poignant des dangers liés à l'exploration combinée aux distractions comme la photographie. Sa chute tragique souligne l'importance de rester prudent dans des environnements à haut risque.